Beaucoup de personnes connaissent la version guerre froide de l'URSS, car c'est celle qu'on apprend à l'école. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer une autre version, mais aussi vous montrer l'étendue des mensonges que l'on présente aujourd'hui comme des faits incontestables. Ceci est bien connu en Russie, où le respect voire l'admiration pour Staline est répandu. Yuri Zhukov, historien russe qui met en avant l'idée d'un autre Staline, est une figure du courant dominant de l'Académie des sciences russes à l'Institut de l'histoire russe. Ses travaux sont largement connus en Russie. Malgré cela, cette histoire et les faits qui la confirment sont pratiquement inconnus à l'extérieur de la Russie, où le paradigme de la guerre froide de Staline dictateur domine tout ce qui est publié. On peut donc se poser la question suivante, d'où la caractérisation de Staline en tant que dictateur assoiffé de pouvoir, traître à l'héritage de Lénine, vient. Cette caractérisation, tout d'abord khrouchtchevienne, a été créée pour servir les objectifs de la tête du Parti communiste, la nomenklatura, dans les années 1950. Elle présente des similitudes et partage beaucoup de suppositions avec le discours sur Staline hérité de la guerre froide, qui a servi de propagande pour les élites capitalistes, soutenant que les luttes des communistes, et donc de n'importe quelle lutte pour le pouvoir du prolétariat, menaient inévitablement à un certain type d'horreur, une dictature, des famines, des génocides, etc. Vous n'avez jamais entendu « le communisme finit toujours en dictature, mieux vaut le capitalisme » Eh bien cela vient de ça. Elle sert aussi à l'argumentation des trotskistes selon laquelle la défaite de Trotsky, véritable révolutionnaire, n'a pu avoir lieu que par la faute d'un dictateur qui aurait violé tous les principes pour lesquels la révolution avait combattu. Les paradigmes khrouchtcheviens, anticommunistes de la guerre froide et trotskistes de l'histoire soviétique partagent la même diabolisation quasi totale de Staline et de ses camarades à son époque. Les sources de cette vidéo s'appuient beaucoup plus sur les travaux de recherche des historiens russes qui ont eu accès aux documents non publiés ou récemment publiés des archives soviétiques. Beaucoup de documents soviétiques très importants sont disponibles seulement pour les chercheurs avec un accès privilégié. Un grand nombre d'autres documents sont donc inaccessibles et classifiés confidentiels, incluant une bonne partie des archives personnelles de Staline, les documents d'enquête d'avant-procès des procès de Moscou, les documents d'enquête relatifs aux purges militaires et beaucoup d'autres. Yuri Zhukov décrit la situation des archives de cette façon. Au début de la perestroïka, un des slogans était la glasnost. Les archives du Kremlin, autrefois fermées aux chercheurs, ont été liquidées. Leur propriété a commencé à être transférée dans des institutions publiques diverses. Ce processus a commencé, mais n'a pas été achevé. En 1996, sans aucune publicité ou explication de quelque sorte que ce soit, les documents centraux les plus importants ont de nouveau été reclassifiés, enfouis dans les archives du président de la Fédération de Russie. Très vite, les raisons de cette opération secrète sont devenues claires. Elle permettait la résurrection d'un des deux anciens vieux et très minables mythes. Par ces mythes, Zhukov désigne le mythe de Staline dictateur et Staline grand leader. Seul le premier de ces mythes est familier aux lecteurs de l'historiographie occidentale et anticommuniste. Mais les deux écoles sont bien représentées en Russie et dans la communauté des États indépendants. Toutes les sources sont bien évidemment dans la description. Exposer Staline en tant que dictateur a été fait tellement de fois que c'est maintenant considéré comme quelque chose d'acquis et de totalement prouvé. Mais qu'en était-il vraiment ? Il est en réalité très facile de montrer que ce n'était pas le cas, que la propagande de la guerre froide était totalement fantaisiste. Plusieurs lettres d'archives nous montrent qu'en fait, Staline avait perdu dans l'arène politique de nombreuses fois, même pour des choses qui nous ne semblent pas très importantes. Par exemple, Staline voulait Kaganovitch comme candidat pour la tête de l'aviation civile, mais ce n'est pas Kaganovitch qui a reçu le poste, mais Goltsman, un ancien trotskiste. Ensuite, après les grandes purges, Staline proposait Malenkov pour remplacer Ezov à la tête du NKVD, donc une place très importante comme vous pouvez l'imaginer, mais Beria a été choisi. Staline a aussi constamment été rejeté quand il a essayé de réformer le système politique. Il a réussi à faire passer quelques réformes, comme le vote secret et des restrictions sur la cooptation, mais il ne pouvait pas toutes les implémenter, les réformes, tant qu'il n'avait pas la majorité.
Sa plus grande défaite est sur la réforme du Parti communiste. Staline voulait que le rôle du parti se limite à l'agitation, la propagande et à la participation dans la sélection de cadres. En soi, que le parti devait diriger les organisations, mais pas les organes législatifs ou exécutifs de l'État. En gros, il ne voulait pas que le parti interfère dans l'État. Staline mena une grande lutte contre la bureaucratie du parti, une lutte qu'il va perdre. Cette lutte va prendre une grande importance lors de l'écriture de la nouvelle constitution soviétique de 1936. Staline va donc vouloir changer les principes du vote, comme dit précédemment, mais il va même proposer que des anciens koulaks, gardes blancs et autres ennemis du gouvernement soviétique puissent se présenter aux élections. Cette idée a fait peur à bon nombre de députés, voici ce que Staline va donc leur répondre. Certains disent que c'est dangereux, parce que des éléments hostiles au pouvoir pourraient occuper les fonctions les plus élevées, comme certains anciens gardes blancs, des koulaks, des prêtres, et ainsi de suite. Mais qu'avons-nous à craindre? Si vous avez peur des loups, ne marchez pas dans la forêt. D'une part, ce ne sont pas tous les anciens koulaks, gardes blancs et prêtres qui sont hostiles au pouvoir soviétique. Et d'autre part, si des gens ici et là élisent des forces hostiles, cela signifiera que notre travail de propagande est mal organisé et que nous avons entièrement mérité cette disgrâce. La majorité de la tête du parti communiste ne voulait pas que ces réformes aient lieu, mais ils ne pouvaient pas montrer pleinement cette position pour des raisons évidentes. On n'avoue pas qu'on est un bureaucrate. Ils se serviront alors du chaos politique et des procès de Moscou pour éviter un maximum les débats sur la Constitution. La plupart des rapports sur la Constitution furent donc évités. On préférait parler des ennemis du peuple. Même lorsque Staline avait le plus de pouvoir, c'est-à-dire durant la Seconde Guerre mondiale, via sa place dans le comité d'État pour la défense, il n'a pas pu mettre en place sa vision du parti. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, Staline et ses défenseurs du Politburo ont fait une nouvelle tentative pour soustraire le gouvernement soviétique du contrôle du parti bolchevique. Voici comment Yuri Zhukov décrit cet incident. En janvier 1944, pour la première fois pendant la guerre, il y eut une convocation commune du comité central et d'une session du Soviet suprême de l'URSS. Donc d'un côté un organe du parti et l'autre un organe de l'État. Molotov et Malenkov ont préparé une ébauche d'un décret du comité central selon lequel le parti serait légalement séparé du pouvoir. Serait maintenue seulement l'agitation et la propagande, mais elle interdisait simplement que le parti interfère dans l'économie et dans le fonctionnement des organes de l'État. Staline a lu l'ébauche, a changé 6 mots et a écrit « approuvé ». Ce qui s'est passé après reste un mystère, c'était une nouvelle tentative de séparer le parti et l'État. L'ébauche a 5 signatures, Molotov, Malenkov, Staline, Khrouchtchev et Andreev. Il n'y eut aucun enregistrement de cette séance et nous pouvons seulement deviner le résultat du vote. Hélas, même le tout-puissant comité d'État pour la défense, avec 4 membres dans le politburo du comité central, ne pourrait pas briser le vieil ordre des choses. Il y a peut-être bien eu d'autres tentatives de ce genre, mais tant que les archives ne seront pas totalement ouvertes sur toute cette période, nous ne pourrons pas le savoir. Et vu l'anticommunisme de plus en plus présent du président russe et des autres organes institutionnels des anciennes républiques, on pourrait attendre cet événement pour toujours. Après la guerre, Staline a fait tout son possible pour écarter l'État du Parti communiste. Avant la guerre, le Politburo se réunissait au moins 2 fois par semaine. On sait qu'en 1950, le Politburo s'est réuni uniquement 6 fois. Ensuite 5 fois en 1951 et 4 fois en 1952. Aucun congrès du parti ne s'est tenu pendant 13 ans entre 1939 et 1952. Après la guerre, Staline signait les décisions communes du parti et du gouvernement simplement comme président du Conseil des ministres, laissant à l'un des 2 autres secrétaires du parti, Zhdanov ou Malenkov, signer au nom du parti. Cette stratégie n'est peut-être pas la bonne, mais Staline a réussi à sécuriser l'État via son statut de secrétaire général jusqu'à sa mort, et donc à faire appliquer la Constitution de 1936. Je pense personnellement que ce n'était pas la meilleure des options ou des approches, mais on peut totalement le comprendre. Les activités de Staline suggèrent qu'il essayait toujours de soustraire l'État du contrôle direct du parti. Cependant, s'il en était ainsi, il a abordé cela avec précaution. Peut-être nous pouvons avancer quelques raisons de cette prudence. Afficher un manque de confiance dans le parti serait un mauvais exemple pour les autres pays du monde où les partis communistes n'avaient pas encore pris le pouvoir.
et le comité central et la nomenclatura s'y seraient encore opposés, comme avant la guerre. Par conséquent, ceci devrait être fait en douceur, avec aussi peu de tension que possible. On peut maintenant légitimement se poser la question suivante. Comment Staline voulait démocratiser le parti après ses précédents échecs? Eh bien, nous avons maintenant une réponse. Une réponse certes limitée à cause de l'accessibilité des archives. Alexandre Pizikov, un virulent historien anticommuniste, a commenté des extraits d'une ébauche d'un programme de parti de 1947 pour promouvoir davantage de démocratie et d'égalitarisme. Ce fascinant plan est jusqu'ici tout à fait inconnu, n'a jamais été publié et n'est évidemment pas encore à la disposition d'autres chercheurs. Pizikov récapitule d'autres sections de ce document non publié comme suit. En particulier, l'ébauche concerne le développement de la démocratisation de l'ordre soviétique. Ce plan identifié en tant qu'essentiel pour le processus universel d'entraîner les travailleurs dans la gestion de l'État comme activité quotidienne et sociale, sur la base d'un développement régulier du niveau culturel des masses et d'une simplification maximale des fonctions de la gestion d'État. Cette ébauche propose dans la pratique de procéder à l'unification du travail productif avec la participation à la gestion des affaires de l'État, par la transition successive des fonctions de la gestion d'État à tous les travailleurs. Elle dissertait également sur l'idée de l'introduction de l'activité législative directe par le peuple, pour lequel ce qui suit était considéré essentiel. Mettre en application le vote et la prise de décision au suffrage universel sur la majorité des questions les plus importantes de la vie gouvernementale dans les sphères sociales et économiques, aussi bien que dans des questions des conditions de vie ou du développement culturel. Développer largement l'initiative législative de base en accordant aux organismes sociaux les droits de soumettre au Soviet suprême, l'Assemblée, des propositions sur de nouvelles lois. Confirmer le droit des citoyens et des organisations sociales à soumettre directement des propositions au Soviet suprême sur les plus importantes questions de politique interne et internationale. Toujours selon Pizikov, Jdanov a rendu compte de ce travail au plénum du comité central de février 1947. Il a proposé de réunir le 19e congrès du parti à la fin de 1947 ou 1948. Il a également présenté un plan pour simplifier les convocations des conférences de parti une fois par an, et ce, avec le renouvellement obligatoire d'au moins un sixième des membres du comité central. Si ce renouvellement en un turnover des membres du comité central aurait été appliqué, ceci aurait donc signifié que les premiers secrétaires et autres chefs du parti dans le comité central auraient été moins inamovibles, permettant à du sang neuf d'irriguer le principal corps du parti et facilitant la critique des chefs du parti. Ce plan fait écho à plusieurs des idées du dépérissement de l'État, envisagées dans les séminaires de Lénine sur l'État et la Révolution, qui à son tour développe des idées avancées par Marx et Engels. En proposant la participation directe à toutes les décisions essentielles de l'État aux soviétiques et à leurs organisations populaires, et le renouvellement avec au moins le remplacement d'au moins un sixième du comité central chaque année par une conférence du parti. Ce plan de parti envisageait le développement de la démocratie dans l'État et dans le parti lui-même, mais ce plan n'a pas été appliqué. Comme avec les propositions précédentes pour la démocratisation de l'État soviétique et du parti, nous ne connaissons pas les détails de la façon dont ceci s'est produit. Il a été rejeté probablement au plénum du comité central. Le 19e congrès du parti a été reporté en 1952. Encore une fois, nous ne savons pas pourquoi. La nature de cette ébauche de plan suggère que l'opposition du comité central, les premiers secrétaires, puisse en avoir été la cause. Il s'avère que la direction de Staline a fait un dernier effort pour détacher le parti du contrôle de l'État au 19e congrès en 1952 et juste après au plénum du comité central. En commençant par Khrouchtchev, la nomenclatura du parti a essayé de détruire tout mémoire de ce congrès. Sous Brejnev, les transcriptions de tous les congrès du parti jusqu'au 18e ont été publiées. Celles du 19e congrès n'ont jamais été éditées à ce jour. Staline a prononcé seulement un court discours au congrès qui a été publié, mais il a fait un discours de 90 minutes au plénum du comité central qui l'a suivi immédiatement. La transcription de ce plénum et du discours n'ont jamais été éditées, excepté des extraits très courts. Staline a demandé au congrès de changer les statuts du parti et sa structure d'organisation. Parmi ces changements,
De 1. Le nom du Parti communiste bolchevique de toute l'Union a été officiellement changé en Parti communiste de l'Union soviétique, s'alignant sur les appellations de la plupart des autres partis communistes dans le monde, rattachant le nom du parti au pays. De 2. Un présidium a remplacé le politburo du comité central. Ce nom est conforme aux appellations des autres organes représentatifs, comme par exemple le présidium du Soviet suprême, et l'appellation politique a été supprimée. Après tout, le parti dans son ensemble était politique, et pas simplement le principal organe. Staline mettait en place son plan. Il préparait le politburo du comité central à ne plus interférer avec l'État. Le politburo se plaçait plus que souvent au-dessus des décisions de l'État, alors que ce n'était pas son rôle. Le présidium devait être le principal organisme du Parti communiste. D'autres changements ont été réalisés. Le poste de secrétaire général, occupé par Staline, a été supprimé. Maintenant, Staline était seulement un des 10 secrétaires du parti. Tous appartenaient au nouveau présidium, qui maintenant comportait 25 membres et 11 candidats membres. C'était beaucoup plus que les 9 à 11 membres de l'ancien politburo. Sa plus grande taille lui donnait davantage un caractère délibératif qu'un corps où de nombreuses décisions exécutives pouvaient couramment et rapidement être prises. La plupart des membres de ce présidium semblent avoir été des membres du parti, des fonctionnaires du gouvernement et non les principaux chefs du parti. Khrouchtchev et Malenkov se sont plus tard demandé comment Staline pouvait avoir entendu parler des membres qu'il a présentés pour le premier présidium, puisqu'ils n'étaient pas les chefs bien connus du parti. Vraisemblablement, Staline les a nommés en raison de leur position dans l'État, par opposition au leadership du parti. Staline a associé sa démission comme secrétaire général du parti, présentée au 19e congrès, avec sa proposition au plénum du comité central qui a suivi de démissionner du comité central, gardant seulement le poste de chef de l'État, président du conseil de ministres. Si Staline ne siégeait pas au sein du comité central, mais était seulement chef d'État, les fonctionnaires du gouvernement ne se sentiraient plus contraints d'en référer au présidium, le corps le plus élevé du parti. L'acte de Staline enlèverait l'autorité des fonctionnaires du parti, dont l'intervention dans l'État était inutile en termes de production. Sans Staline à la tête du parti, le leadership du parti, la nomenclatura, aurait eu moins de prestige. Dans cette perspective, la démission de Staline du comité central aurait pu être un désastre pour la nomenclatura. L'absence d'une transcription publiée suggère que des événements se soient produits à ce plénum et que Staline ait dit des choses dans son discours que la nomenclatura n'a pas souhaité rendre publiques. Cela indique également, et il est important de souligner ceci, que Staline n'était pas tout-puissant. Par exemple, la sérieuse critique que Staline fait de Molotov et de Mikoyan à ce plénum n'a été éditée que longtemps après sa mort. Le célèbre écrivain soviétique Konstantin Simonov était présent en tant que membre du comité central. Il a enregistré la réaction choquée et la panique de Malenkov quand Staline a proposé un vote pour qu'il soit libéré du poste de secrétaire du comité central. Confronté à une opposition bruyante, Staline n'a pas insisté. Dès qu'ils purent le faire, la direction du parti a pris des mesures pour annuler les décisions du 19e congrès du parti. Lors de sa réunion du 2 mars, alors que Staline était encore vivant, bien que sans connaissance, un présidium réduit. Essentiellement les vieux membres du politburo se sont rencontrés à la dacha de Staline. Là, ils ont pris la décision de réduire le présidium à 10 membres, au lieu de 25. C'était fondamentalement le vieux politburo qui était reformé. Le nombre de secrétaires du parti a été nouveau réduit à 5. Khrouchtchev a été nommé coordinateur du secrétariat et puis, 5 mois plus tard, premier secrétaire. Enfin, en 1966, le présidium a repris son ancien nom, le politburo. Pendant le reste de l'histoire de l'URSS, le parti a continué à régner sur la société soviétique. Ses éléments les plus haut placés ont formé une strate corrompue, auto-sélectionnée et auto-expansive d'élites privilégiées. Sous Gorbatchev, ce groupe régnant a supprimé l'URSS, s'octroyant la richesse économique et la conduite politique de la nouvelle société capitaliste. En même temps, elle a détruit l'épargne et a volé les prestations sociales de la classe ouvrière et des paysans soviétiques et tout ce que leur travail avait créé, en s'appropriant l'immense richesse publique de l'URSS. Jusqu'à l'arrivée d'Hitler, l'Angleterre dirigea la croisade contre l'Union soviétique. En effet, Churchill avait été en 1918 l'instigateur principal de l'intervention militaire qui mobilisa 14 pays contre elle. En 1927, l'Angleterre avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Union soviétique et décrété un embargo sur ses exportations. En 1931, le Japon avait envahi la Chine du Nord et ses troupes étaient arrivées à la frontière soviétique, en Sibérie.
L'Union soviétique croyait à l'époque qu'une guerre avec le Japon était imminente. Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Seule l'Union soviétique en comprend tous les dangers pour la paix mondiale. En janvier 1934, Staline déclare au congrès du parti que la nouvelle politique allemande rappelle dans ses grandes lignes la politique de l'ex-Kaiser. En 1935, l'Italie fasciste occupe l'Éthiopie. Face au danger de l'expansion fasciste, l'Union soviétique propose dès 1935 un système de sécurité collective en Europe. Dans cette perspective, elle conclut des traités d'assistance mutuelle avec la France et la Tchécoslovaquie. L'Angleterre, elle, préfère encourager Mussolini. Trotsky attaque donc Staline, qui pour lui vient par ces traités de trahir le prolétariat français et la révolution mondiale. En 1936, l'Italie et l'Allemagne nazie envoient leurs troupes d'élite en Espagne pour combattre le gouvernement républicain légal. La France et l'Angleterre adoptent une politique de non-intervention, laissant les coups des franches aux fascistes. Elles essaient d'amadouer Hitler et de le pousser vers l'Est. En novembre de la même année, l'Allemagne et le Japon concluent le pacte anti-Comintern, auquel l'Italie se joint peu après. L'URSS se retrouve encerclée. Le 11 mars 1938, Radio Berlin annonce un soulèvement communiste en Autriche, et la Wehrmacht fonce sur ce pays qui est annexé 2 jours plus tard. L'Union soviétique prend la défense de l'Autriche et appelle l'Angleterre et la France à envisager une défense collective. Demain, il sera peut-être trop tard, souligne la déclaration soviétique. Mi-mai, Hitler concentre ses troupes à la frontière tchécoslovaque. L'Union soviétique, liée par un traité aux pays menacés, masse plus de 40 divisions à sa frontière occidentale et rappelle 330 000 réservistes. Mais en septembre, l'Angleterre et la France se réunissent à Munich avec les puissances fascistes, l'Allemagne et l'Italie. Ni la Tchécoslovaquie ni l'Union soviétique n'ont été invités. Les grandes démocraties décident de livrer lâchement à Hitler la région des Sudètes, partie intégrante de la Tchécoslovaquie. Dans la foulée de cet acte perfide, l'Angleterre signe le 30 septembre une déclaration avec l'Allemagne où il est dit que les deux puissances expriment le désir de ne jamais entrer de nouveau en guerre l'un contre l'autre. La France suit cet exemple en décembre. Néanmoins, l'Union soviétique propose son aide à la Tchécoslovaquie en cas d'agression allemande, mais cette offre est déclinée. Le 15 mars 1939, la Wehrmacht s'empare de Prague. En démembrant la Tchécoslovaquie, Hitler offre un morceau du gâteau au gouvernement réactionnaire polonais et mord à l'appât avec avidité. Une semaine plus tard, l'armée allemande occupe le territoire lituanien de Klaipėda, important port sur la Baltique. Staline sait que le monstre s'élance vers l'est et que la Pologne sera la prochaine victime. En mai 1939, l'armée japonaise agresse la Mongolie, liée à l'Union soviétique par un traité d'assistance militaire. Le mois suivant, les troupes soviétiques dirigées par Zhukov engagent la bataille avec l'armée japonaise. C'est un affrontement militaire d'envergure. Le Japon perd plus de 200 avions et plus de 50 000 de ses soldats sont soit tués ou blessés. Le 30 août 1939, les dernières troupes japonaises quittent la Mongolie. Le lendemain, une autre frontière de l'Union soviétique s'embrase. L'Allemagne envahit la Pologne. Tout le monde savait que cette agression était imminente. En effet, elle permettait d'avoir une position optimale et de déclencher la guerre, soit contre l'Angleterre et la France, soit contre l'Union soviétique. Hitler devait régler le sort de la Pologne. Revenons maintenant quelques mois en arrière. En mars 1939, l'Union soviétique entame des négociations pour former une alliance antifasciste. L'Angleterre et la France laissent traîner les choses. Manœuvre. Par cette attitude, les deux grandes démocraties font comprendre à Hitler qu'il peut marcher contre Staline sans être inquiété à l'ouest. De juin à août 1939 se tiennent des pourparlers secrets anglo-allemands, au cours desquels, en échange du respect de l'intégrité de l'Empire britannique, les Anglais promettent à Hitler la liberté d'action à l'Est. Le 29 juillet, Charles Roden Buxton du Labour Party remplit une mission secrète pour le Premier ministre Chamberlain auprès de l'ambassade allemande. Il développe le plan suivant. La Grande-Bretagne se déclare prête à conclure avec l'Allemagne un accord délimitant les sphères d'influence. De 1, l'Allemagne s'engage à ne point s'immiscer dans les affaires de l'Empire britannique. De 2, la Grande-Bretagne s'engage à respecter entièrement les sphères d'intérêt allemandes à l'est et au sud-est de l'Europe. Cela aurait comme conséquence que la Grande-Bretagne renoncerait aux garanties qu'elle a accordées à certains États situés dans la sphère des intérêts allemands. La Grande-Bretagne s'engage ensuite à travailler pour que la France répudie son alliance avec l'Union soviétique. De 3, la Grande-Bretagne s'engage à mettre fin aux conversations actuellement menées avec l'Union soviétique en vue de la conclusion d'un pacte. Les services de renseignement soviétiques mettent Staline au courant de toutes ces manœuvres.
En août 1939, les négociations entre l'Angleterre, la France et l'Union soviétique entrent dans leur phase finale. Mais les deux puissances occidentales envoient à Moscou des délégations de second rang, sans mandat pour conclure une convention. Voroshilov exige des engagements contraignants et précis pour qu'en cas de nouvelle agression allemande, les Alliés entrent en guerre ensemble. Il veut savoir combien de divisions les Anglais et Français opposeront à Hitler en cas d'agression contre l'URSS. Il ne reçoit malheureusement pas de réponse. Il veut aussi conclure un accord avec la Pologne pour que les troupes soviétiques puissent rencontrer les nazis sur le territoire polonais en cas d'agression allemande. La Pologne refuse, rendant ainsi impossible tout accord militaire effectif. Staline comprend parfaitement que la France et l'Angleterre préparent à nouveau Munich, qu'elles sont prêtes à sacrifier la Pologne dans l'espoir de faire marcher Hitler contre l'Union soviétique. Harold Ickes, ministre chargé des affaires intérieures des États-Unis, écrit à l'époque dans son journal : l'Angleterre caressait l'espoir de provoquer un affrontement entre la Russie et l'Allemagne et de ne pas se compromettre elle-même. La France devra également renoncer à l'Europe centrale et orientale en faveur de l'Allemagne dans l'espoir de la voir entrer en guerre contre l'Union soviétique. Ainsi, la France pourrait rester en sécurité derrière la ligne Maginot. À ce moment, Hitler était déjà arrivé à la conclusion que la France et l'Angleterre avaient moins de capacité et de volonté de résister. Il décide donc de s'emparer de l'Europe occidentale avant de s'attaquer à l'URSS. Le 20 août, Hitler propose à l'Union soviétique un pacte de non-agression. Le 23 août, le pacte est signé. Le 1er septembre, Hitler agresse la Pologne. L'Angleterre et la France sont prises à leur propre piège. Ces deux pays qui avaient facilité toutes les aventures d'Hitler dans l'espoir de l'utiliser contre l'Union soviétique. Depuis 1933, ils n'ont cessé de vanter les mérites d'Hitler dans le combat contre le communisme. Maintenant, ils se voient obligés de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie, sans avoir la moindre intention de la faire effectivement. Leur rage éclate dans une virulente campagne anticommuniste sur le thème « Le bolchevisme est l'allié naturel du fascisme ». Un demi-siècle plus tard, cette propagande stupide se trouve toujours consignée dans des livres d'école comme une vérité indéniable. Pourtant, l'histoire a montré que le pacte germano-soviétique a constitué la clé de la victoire dans la guerre antifasciste. Cela semble un paradoxe, mais le pacte a été un tournant qui a permis la préparation des conditions de la défaite allemande. En effet, l'Union soviétique a conclu ce pacte avec la claire conscience que, tôt ou tard, la guerre avec l'Allemagne nazie serait inévitable. Une fois que l'Allemagne eut décidé de conclure un accord avec l'URSS, Staline a extorqué à Hitler le maximum de concessions afin de se ménager les meilleures positions pour la guerre à venir. La Pravda du 23 septembre 1939 écrit : la seule chose qui était encore possible, c'était de préserver de l'invasion allemande l'Ukraine occidentale, la Biélorussie occidentale, deux provinces qui avaient été arrachées à l'Union soviétique en 1920, et les pays baltes. En Occident, ceux qui ont toujours sympathisé avec la politique anticommuniste d'Hitler s'écrient maintenant : le fascisme et le bolchevisme, ces deux totalitarismes, se sont partagés la Pologne. Mais l'avance des troupes soviétiques correspond aux intérêts des masses populaires des territoires concernés, puisqu'elle leur permet de se débarrasser des fascistes, des grands propriétaires fonciers et des capitalistes. Cette avance correspond aussi aux intérêts de l'ensemble du mouvement anti-hitlérien mondial. Les bourgeois les plus réalistes voient clairement qu'en faisant avancer ses troupes, l'Union soviétique se donne une meilleure position de départ pour la guerre à venir. Ainsi, Churchill déclare le 1er octobre 1939 : le fait pour les armées russes de se tenir sur cette ligne est clairement nécessité par la sécurité de la Russie face à la menace nazie. En tout cas, la ligne est là, et un front de l'Est a été créé pour que l'Allemagne nazie n'ose pas attaquer. Trompés dans leur espoir de voir foncer l'armée nazie à travers la Pologne contre l'Union soviétique, la France et l'Angleterre se doivent de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. Mais sur le front de l'Ouest, aucune bombe ne vient perturber la tranquillité des nazis. En revanche, une véritable guerre politique interne est déclenchée contre les communistes. Et, le 26 septembre, le PCF est interdit et des milliers de ses membres sont jetés en prison. Henri de Chiarilly écrit : une tempête indescriptible souleva les consciences bourgeoises. L'esprit de croisade souffla en furie. Il n'y eut qu'un cri : guerre à la Russie ! C'est à ce moment que le délire anticommuniste atteignit son paroxysme. Au même moment, Staline dit à Zhukov :
Le gouvernement français qui a Daladier à sa tête et le gouvernement anglais de Chamberlain ne veulent pas s'engager sérieusement dans la guerre contre Hitler. Ils espèrent toujours pousser Hitler à une guerre contre l'Union soviétique. S'ils ont refusé en 1939 de réaliser avec nous un bloc anti-hitlérien, c'est qu'ils ne voulaient pas lier les mains d'Hitler. Ils ne voulaient pas l'amener à renoncer à son agression contre l'Union soviétique. Mais rien ne sortira de tout cela. Il leur faudra payer eux-mêmes pour leur politique à courte vue. Sachant la guerre avec l'Allemagne inévitable, le gouvernement soviétique s'inquiète gravement de la sécurité de Leningrad, située à 32 km de la frontière finlandaise. Le 14 octobre 1939, Staline et Molotov envoient au gouvernement finlandais un mémorandum sur le problème de la défense de Leningrad. L'Union soviétique veut s'assurer de la possibilité de bloquer l'entrée du golfe de Finlande. Elle demande donc que la Finlande lui cède Abaï, le bord de Henko, et lui abandonne 4 petites îles. Pour rendre possible la défense de Leningrad, elle demande une partie de l'isthme de Carélie, appartenant à la Finlande. En échange, l'URSS offre à la Finlande une partie de la Carélie soviétique, 2 fois plus grande. Poussée par l'Allemagne, la Finlande refuse et le 30 novembre 1939, l'URSS lui déclare la guerre. Quelques jours plus tard, Hitler donne ses instructions pour la guerre à venir contre l'Union soviétique. Il dit entre autres « Sur les flancs de notre opération, on pourra compter sur l'intervention active de la Roumanie et de la Finlande dans la guerre contre la Russie soviétique. » L'Angleterre et la France, tout d'abord soucieuses de ne pas s'engager dans la drôle de guerre, s'élancent maintenant dans une guerre de sang et de feu contre la menace bolchevique. En 3 mois, l'Angleterre, la France, les États-Unis et l'Italie fasciste envoient 700 avions, 1500 canons et 6000 mitrailleuses à la Finlande. Le général français Weygand se rend en Syrie et en Turquie pour préparer une attaque contre l'Union soviétique à partir du sud. Le plan de l'état-major général français prévoit le bombardement des puits pétroliers de Bakou. Au même moment, le général Sérigny écrit « En réalité, Bakou, avec sa production de 23 millions de tonnes de pétrole, domine la situation. Si nous arrivons à conquérir le Caucase, ou si ces raffineries étaient simplement mises à feu par notre force aérienne, le monstre s'effondrerait exsangue. » Alors qu'il ne tire aucune balle contre les hitlériens auxquels il a déclaré la guerre, le gouvernement français rassemble un corps expéditionnaire de 50 000 hommes pour combattre les Rouges. Chamberlain déclare que l'Angleterre enverra 100 000 soldats. Ces troupes ne parviennent pas en Finlande parce que l'armée rouge a défait l'armée finlandaise. Un accord de paix a été signé le 14 mars 1939. Plus tard, en pleine guerre, une publication gaulliste qui paraît à Rio de Janeiro affirmera « À la fin de l'hiver 39-40, échoue le complot politique et militaire de Chamberlain et de Daladier, qui avait pour but de provoquer un retournement contre l'Union soviétique, et donc de mettre fin au conflit entre l'alliance franco-anglaise et l'Allemagne par un compromis et une alliance anticominterne. Ce complot consistait à envoyer un corps d'expédition franco-anglais pour aider les Finlandais, dont l'intervention aurait provoqué un état de guerre avec l'Union soviétique. Le pacte germano-soviétique et la défaite de la Finlande ont préparé les conditions de la victoire de l'armée rouge contre les nazis. Ces 2 événements ont eu 4 conséquences primordiales. Ils ont empêché la formation d'un front uni des puissances impérialistes contre l'Union soviétique socialiste. Une attaque allemande en 1939 aurait certainement entraîné une intervention japonaise en Sibérie. Au contraire, l'URSS a réussi à signer avec le Japon un pacte de non-agression qui a tenu jusqu'à la défaite du fascisme. La France et l'Angleterre, qui avaient refusé tout au long des années 30 un système de sécurité collective, ont été obligées d'entrer dans une alliance militaire effective avec l'Union soviétique au moment où l'Allemagne rompit le pacte germano-soviétique. L'Union soviétique a pu avancer ses défenses de 150 à 300 km. Ce facteur a eu une grande influence sur la défense de Leningrad et de Moscou fin 1941. L'Union soviétique a gagné 21 mois de paix qui lui ont permis de renforcer d'une façon décisive son industrie de défense et ses forces armées. C'est une affirmation que l'on peut souvent entendre. Les soviétiques auraient gagné la guerre uniquement grâce au pré-bail des États-Unis. Eh bien, cette propagande, tout d'abord nazie, est totalement fantaisiste, et c'est simple de le prouver. Le programme pré-bail n'a pesé que 12% dans l'économie soviétique. L'ensemble des livraisons de chars et d'avions anglo-américains à l'URSS pendant toute la guerre équivaut à 4 mois de production locale dans les usines de l'Oural et de la Moyenne Volga.
D'un point de vue historique, l'utilisation de la bombe atomique peut apparaître comme l'événement singulier le plus important de la guerre. Mais du point de vue des Japonais de l'époque, le largage de la bombe sur Hiroshima ne se distingue guère d'autres événements. Il est après tout bien difficile de distinguer une goutte d'eau au beau milieu d'un ouragan. À l'été de 1945, l'aviation américaine est en train d'effectuer une des plus intenses campagnes de destruction de centres urbains de l'histoire mondiale. 68 villes japonaises sont bombardées et toutes sont partiellement ou intégralement détruites. On estime à 1,7 million le nombre de personnes sans abri, à 300 000 le nombre de tués et à 750 000 le nombre de blessés. 66 de ces villes ont été attaquées avec des bombes traditionnelles, 2 avec des bombes atomiques. Les destructions engendrées par les attaques conventionnelles sont immenses. Nuit après nuit, durant tout l'été, des villes entières partent en fumée. Au beau milieu de cette avalanche de destruction, il serait étonnant qu'une attaque ait fait plus impression qu'une autre, quand bien même elle a été effectuée avec une arme d'un nouveau genre. C'est l'invasion de la Mandchourie par les soviétiques qui a précipité la défaite du Japon. Elle les a convaincus de capituler. La Mandchourie était le cœur industriel du Japon. Elle était aussi la réserve à matières premières du Japon. Elle abritait aussi la meilleure armée du Japon, l'armée Guandong. Les Japonais misaient tout sur la neutralité soviétique pour pouvoir résister jusqu'à imposer aux Américains une paix sous condition. Le risque que le Japon devienne socialiste pousse le Japon à capituler immédiatement aux Américains. La peine au goulag ne veut pas dire la peine de mort. Le pourcentage de décès n'a pas dépassé 10% avant 1942, sauf une fois en 1933 avec un pourcentage de 15%. Les archives soviétiques révèlent que plus de la moitié de tous les morts du goulag entre 1934 et 1953 se comptent dans les années de guerre entre l'Union soviétique et l'Allemagne. Elles viennent essentiellement de malnutrition. De plus, il y a souvent un fantasme sur les prisonniers politiques. Ils ne représentaient en réalité qu'entre 33 et 12% de la population carcérale. Après 1930, le système pénal soviétique comprenait des prisons, des camps de travail, les colonies de travail, des zones ouvertes spéciales et l'obligation de payer des amendes. Quiconque placé en détention provisoire a généralement été envoyé dans une prison normale pendant que des enquêtes étaient en cours pour déterminer s'il était innocent et pouvait être ainsi libéré ou s'il devait être jugé. S'il était reconnu coupable, il pouvait être condamné à payer une amende, une peine d'emprisonnement ou plus exceptionnellement à être exécuté. L'amende pouvait être un pourcentage donné de son salaire pour une période donnée. Les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement pouvaient être placées dans différents types de prisons en fonction du type d'infraction en cause. Au camp de travail étaient envoyés ceux qui avaient commis des délits graves, homicide, vol, viol, crimes économiques, etc., ainsi qu'une grande partie des personnes reconnues coupables d'activités contre-révolutionnaires. Après avoir passé quelque temps dans un camp de travail, un prisonnier pouvait être déplacé dans une colonie de travail ou dans une zone spéciale ouverte. Les camps de travail étaient de très grandes zones où les prisonniers vivaient et travaillaient sous étroite surveillance. Pour eux, travailler et ne pas être un fardeau pour la société était évidemment nécessaire. Le nombre de camps de travail existants en 1940 était de 53. Il y avait 425 colonies de travail. C'était des unités beaucoup plus petites que les camps de travail, avec un régime beaucoup plus libre et moins de surveillance. À ceux-ci ont été envoyés des prisonniers avec des peines de prison plus courtes, les personnes qui avaient commis des infractions criminelles ou politiques moins graves. Ils travaillaient en liberté dans les usines ou sur des terres agricoles et faisaient partie de la société civile. Dans la plupart des cas, tout le salaire qu'ils gagnaient à travers leur travail appartenait aux prisonniers, qui, à cet égard, étaient traités comme tout autre travailleur. Les zones ouvertes spéciales étaient généralement des zones agricoles pour ceux qui avaient été exilés, comme les koulaks, qui avaient été expropriés pendant la collectivisation. D'autres personnes reconnues coupables d'infractions pénales ou politiques mineures pouvaient aussi servir leur terme dans ces domaines. L'Union soviétique était un pays qui venait tout juste de renverser la monarchie, et son héritage social en matière des droits de l'homme était souvent un fardeau pour la société. Dans un système archaïque comme le tsarisme, les travailleurs étaient condamnés à vivre dans une pauvreté profonde, et la vie humaine avait peu de valeur. Le vol et le crime violent étaient punis par une violence sans retenue.
Les révoltes contre la monarchie se terminaient généralement par des massacres, des condamnations à mort et des peines de prison extrêmement longues. Ces relations sociales et les habitudes d'esprit qui leur sont associées prennent beaucoup de temps à changer, ce qui a influencé le développement de la société en Union soviétique ainsi que les attitudes envers les criminels. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, pays de 252 millions d'habitants en 1996, le pays le plus riche du monde qui consomme 60% des ressources mondiales, combien de personnes sont en prison ? Quelle est la situation des États-Unis, un pays qui n'est menacé par aucune guerre et où il n'y a pas de profonds changements sociaux affectant la stabilité économique ? Il y avait 5,5 millions de détenus en 1996, ce qui représente une augmentation de 200 000 personnes depuis 1995, et signifie que le nombre de criminels aux États-Unis équivaut à 2,8% de la population adulte. Maintenant, nous savons avec l'étude des archives de l'Union soviétique que le nombre d'exécutions en Union soviétique de 1921 à 1953 est de 799 455. Notons que ce nombre intègre tous ceux coupables des crimes capitaux non politiques, tout comme ceux qui collaborèrent à l'invasion capitaliste occidentale et ensuite aux atrocités de l'armée blanche. Il intègre également le nombre de personnes ayant collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et probablement des prisonniers SS. Pour parler de la collectivisation, il faut un contexte. À la sortie de la guerre civile, les bolcheviks héritent d'un pays complètement ruiné dont l'industrie est ravagée par 8 années d'opérations militaires. Les banques et les grandes entreprises sont nationalisées et, par un effort extraordinaire, l'Union soviétique remet sur pied l'appareil industriel. En 1928, la production d'acier, de charbon, de ciment et de machines-outils atteint ou dépasse le niveau d'avant-guerre. C'est alors que l'Union soviétique lance un défi qui semble impossible à relever. Jeter, grâce à un plan quinquennal national, les bases d'une industrie moderne, en comptant essentiellement sur les forces intérieures du pays. Tout dépendra de sa réussite. L'industrialisation doit jeter les bases matérielles du socialisme. Elle permettra de transformer radicalement l'agriculture sur la base de machines et de techniques modernes. Elle produira l'infrastructure d'un État moderne et efficace, capable de se défendre. Alors, pourquoi vouloir s'industrialiser ? Eh bien pour rattraper le niveau des pays capitalistes, et donc être capable de repousser une agression impérialiste contre l'Union soviétique. Sans la collectivisation, l'industrialisation aurait pris bien plus de temps. Alors, l'Union soviétique n'aurait pas pu se défendre de l'agresseur capitaliste allemand, et le monde aurait été bien différent. Alors, pourquoi la collectivisation ? Eh bien, le 28 mai 1928, Staline prononce un discours nommé sur le front des céréales. Il met en avant que la production des céréales s'accroît plus lentement que la consommation des céréales, et que la production des céréales suit une allure affreusement lente. Ces problèmes viennent de la modification survenue dans la structure de l'économie rurale, qui vient de la Révolution d'octobre. En effet, à la suite de la Révolution, les paysans n'étaient plus exploités par les propriétaires fonciers. Ils consommaient donc une plus grande partie de leur blé. Ils amenaient environ 11% de leurs réserves sur le marché, alors que les fermes collectives amenaient plus de 47% des leurs en 1927. Les exploitations agricoles individuelles n'étaient pas en mesure de se mécaniser par elles-mêmes. Alors, un nouveau modèle émerge, le modèle kolkhozien, où les paysans se rassemblent et les terres, les outils, le bétail étaient mis en commun. Cela permettrait à l'État d'organiser la mécanisation de l'agriculture. L'État soviétique ne pouvait pas organiser la mécanisation de 24 à 25 millions d'exploitations agricoles individuelles en quelques années. On entend aussi dire que Staline lui-même aurait voulu forcer cette collectivisation sur les paysans. Voici sa réponse à la première vague de collectivisation via l'article « Le vertige du succès ». Il répond que dans certains cas, on a violé le principe léniniste de la libre adhésion lors de la formation des kolkhozes. Il faut que les paysans puissent se convaincre, par leur propre expérience, de la force et de l'importance de la nouvelle technique, de l'organisation nouvelle, collective. La réussite de l'industrialisation n'est généralement jamais mise en cause, mais les détracteurs du socialisme préfèrent parler d'un certain échec de la collectivisation, fait contradictoire, car sans une réussite de la collectivisation, il n'y aurait pas eu de réussite au niveau de l'industrialisation.
Aujourd'hui, les détracteurs préfèrent donc se concentrer sur le fait que la collectivisation aurait engendré une période de famine générale, ou même que la famine de 1932 fut voulue et mise en place par Staline, l'idée d'un holocauste ukrainien. Holodomor ou en russe Golodomor. Les mensonges débités sur la collectivisation ont toujours été, pour la bourgeoisie, des armes de prédilection dans la guerre psychologique contre l'Union soviétique. Je veux d'abord mettre les choses au clair. Les koulaks n'étaient pas la seule source de nourriture en Union soviétique. Par exemple, en 1927, environ 13% des céréales venaient d'eux. Le plus grand problème, c'est que c'était eux qui possédaient le plus d'animaux, de terrains, de machines, d'outils et d'argent. Koulak désignait un paysan riche qui possédait des terres et faisait travailler des paysans dedans. Ces koulaks posaient un grand problème dans l'économie soviétique. À la fin de la guerre civile, le gouvernement bolchevique décide de redistribuer les terres aux paysans qui n'en avaient pas pour réduire l'influence des koulaks. Mais en 1927, 7% des paysans se retrouvèrent sans terre. Les koulaks achetaient les terres des autres paysans pour augmenter leur influence. Les koulaks reprenaient donc leur influence d'avant-guerre, en spéculant sur le marché et en donnant beaucoup moins de leurs réserves, environ 20%, alors que dans la période d'avant-guerre, les koulaks donnaient au marché 34% de leurs réserves. Analysons maintenant le mécanisme d'un des mensonges les plus populaires, celui de l'Holocauste commis par Staline contre le peuple ukrainien. Cette calomnie brillamment élaborée, nous la devons à Hitler. Dans Mein Kampf, écrit en 1926, il avait déjà indiqué que l'Ukraine appartenait au Lebensraum allemand. La campagne lancée par les nazis en 1934 et en 1935 sur le thème du génocide bolchevique en Ukraine devait préparer les esprits à la libération projetée de l'Ukraine. Nous verrons pourquoi ce mensonge a survécu à ses créateurs nazis, pour devenir une arme américaine. Voici comment naissent les fabulations sur les millions de victimes du stalinisme. Le 18 février 1935, aux États-Unis, la presse fasciste de Hearst, recevant des subventions du régime nazi, commence la publication d'une série d'articles de Thomas Walker. Grand voyageur et journaliste, ce dernier aurait traversé l'Union soviétique pendant plusieurs années. En tête de la première page du Chicago American du 25 février, un titre immense. La famine en Union soviétique fait 6 millions de morts. Récolte des paysans saisis, les hommes et leurs bêtes crèvent. Au milieu de la page, un autre titre. Un journaliste risque sa vie pour obtenir des photos du carnage. En bas de page, famine, crime contre l'humanité. On va ensuite apprendre que ce fameux Thomas Walker n'est en réalité jamais allé en Ukraine, mais est seulement resté plus d'une semaine à Moscou. Ensuite, que les photos dans les articles étaient des photos datant de la Première Guerre mondiale et de la famine russe de 1922. Plus tard, on apprendra que ce Thomas Walker n'a en réalité jamais existé. C'était en fait Robert Greene, il a avoué n'avoir jamais mis les pieds en Ukraine. Maintenant, la revendication qu'on entend toujours. Staline ou le gouvernement soviétique a mis en place cette famine, est facilement vérifiable avec l'ouverture de certaines archives soviétiques. Le 16 mars 1932, via un télégramme, Staline dit « Le bureau politique estime que la pénurie de céréales en Ukraine est bien pire que ce qui a été décrit dans le télégramme du camarade Kossior. Par conséquent, le bureau politique recommande au comité central du Parti communiste de l'Ukraine de prendre toutes les mesures à sa portée pour éviter la menace de ne pas semer les cultures en Ukraine. » Rien que ce seul télégramme réfute la majorité de la propagande sur le Holodomor. De plus, cette affirmation n'a pas de sens. D'un côté, Staline voudrait que son pays s'industrialise le plus vite possible via des plans quinquennaux pour rivaliser avec les nations capitalistes, et il serait prêt à tout pour ça, mais d'un autre, Staline voudrait saboter une république entière, donc ralentir l'industrialisation. Pourquoi ? Pour mettre fin aux Ukrainiens qui pensent à l'indépendance, en les affamant. Il faut vraiment être stupide pour ne pas remettre en question cela. Une famine aurait évidemment augmenté le ressentiment d'un besoin pour le peuple ukrainien d'être indépendant, car cela aurait montré l'incapacité de l'URSS de satisfaire les besoins de l'Ukraine. Staline, le comité central, le parti, tout le monde savait cela. Et on peut le voir via l'archive que je citais plus tôt. L'affirmation que Staline voulait affamer l'Ukraine est illogique. L'affirmation que Staline aurait mis en place une famine est encore plus illogique, mais vient aussi d'une incompréhension totale du système soviétique. Staline ne gérait pas l'attribution des quotas lui seul, et il gérait encore moins la République d'Ukraine. De plus, le gouvernement a pris d'énormes mesures pour mettre fin à la famine, mesures qui ont retardé l'industrialisation. Cela démontre aussi qu'on ne peut pas dire que Staline voulait forcer à tout prix l'industrialisation, peu importe les conséquences.
Voici ce que dit Viktor Kondrachine, professeur et président du département de l'histoire russe, dans son analyse d'archives déclassifiées en 2007 lors d'un projet d'analyse d'archives en coopération avec le gouvernement ukrainien. Ces documents présentent également les actions menées par le régime de Staline visant à mettre fin à la crise de pénurie alimentaire. L'approche principale consistait à fournir une aide alimentaire et céréalière à grande échelle aux régions de l'URSS touchées par la famine. Il est important de se rendre compte que cette aide a été fournie sur la base de l'approbation personnelle de Joseph Staline, et cette aide a été accordée à de nombreuses reprises. En conséquence, en avril 1933, le bureau politique du comité central du Parti communiste de toute l'Union bolchevique a pris la mesure extraordinaire d'arrêter les exportations de céréales de l'Union soviétique. Dans le même esprit a été la décision du bureau politique du 20 décembre 1933 d'acheter 16 000 chevaux de trait pour l'Ukraine aux dépens de la Biélorussie et de la province occidentale de Russie. De telles mesures politiques ne soutiennent pas la thèse selon laquelle un génocide planifié aurait été perpétré contre l'Ukraine et d'autres régions de l'URSS qui ont été l'épicentre de la tragédie de la famine. Ils indiquent la nature autoconservatrice des actions des autorités centrales visant à réduire la gravité de la crise. Une forte réaction des autorités centrales a commencé en mars 1932 avec l'envoi de masse de graines en Ukraine, puis en avril 1932 avec l'envoi direct de vivres pour les provinces ukrainiennes de Kiev, Odessa, Vinnytsia et Kharkov, mais aussi pour la République autonome de Moldavie. Mais ce n'est pas du tout la première réaction. Par exemple, en décembre 1931, sur commission du comité central du parti, est décidé d'instruire au commissariat du peuple pour les fournitures de faciliter le transfert de biens industriels avec la valeur totale de 36 millions de roubles au village de l'Ukraine, de restructurer les quotas de janvier pour la distribution de produits industriels en Ukraine aux frais des zones urbaines, de sorte que les zones rurales reçoivent une augmentation jusqu'à 14 millions de roubles à livrer le 20 janvier 1932. On entend souvent parler d'un sabotage koulak imaginaire, inventé par le gouvernement soviétique. On peut se fier à une statistique fiable pour voir l'impact du sabotage, le nombre de bétail en Union soviétique. Le bétail était en grande majorité possédé par les koulaks, et quand le gouvernement soviétique a mis en place sa politique de collectivisation, les koulaks étant contre ont pour protester préféré mettre feu à leurs réserves de céréales, tuer la grande partie de leur bétail et mener des insurrections armées contre le gouvernement. On peut voir qu'entre 1930 et 1933, le nombre de chèvres et de moutons a diminué de 50 millions, le nombre de cochons de 10 millions entre 29 et 33, et le nombre de chevaux de 15 millions entre 30 et 33. La première cause de la famine est certaine, des conditions météo extrêmes qui ont logiquement entraîné de très mauvaises récoltes, des maladies affectant les récoltes et surtout des sécheresses pendant plus d'une année. Ces conditions ont même affecté d'autres pays comme la Bulgarie et la Turquie. Des famines ont même éclaté. Je pense que j'ai suffisamment parlé du soi-disant Holodomor. Le gouvernement soviétique n'a jamais voulu une famine, que ce soit en Ukraine ou partout ailleurs en Union soviétique. La cause de la famine est multiple. Des climats rudement difficiles, des sabotages koulaks, des sanctions obligeant l'Union soviétique d'utiliser le céréal comme monnaie d'échange internationale, des erreurs gouvernementales centrales, des erreurs des gouvernements locaux. Mais on peut dire que c'est le gouvernement soviétique qui a mis fin, via sa campagne de collectivisation et de modernisation, aux vagues de famine qui faisaient rage en Russie depuis sa création. L'URSS a été à l'avant-garde de la campagne mondiale pour l'éradication de la variole et la mise en place de réseaux d'eau, d'électricité, de chauffage et de transport presque gratuits. L'URSS a été le premier pays à avoir une population entièrement alphabétisée. Chaque citoyen avait le droit d'obtenir un appartement gratuitement. Chaque citoyen pouvait partir gratuitement en vacances chaque année. Chaque nouvelle mère avait droit à 3 ans de congé maternité. Son système éducatif garantissait l'éducation publique, le collectivisme universel, libre et obligatoire. Elle offrait aussi une garantie d'État à n'importe quel diplômé d'université qu'ils obtiendront un travail juste après leur diplôme. Elle a été le premier pays à établir l'université du soir, permettant aux travailleurs d'étudier. Le système socialiste a permis de créer une société de personnes éduquées dans les arts et les sciences, conscientes de leur importance en tant que membres d'une société. Il est intéressant de noter qu'au sein de la population qui avait augmenté de 15%, le nombre de techniciens a été multiplié par 55. Le sport libre était l'un des piliers du développement de l'enfant. L'intérêt pour la musique était très répandu et presque toute la population pouvait jouer d'un instrument.
Le système socialiste assurait aussi la santé publique, universelle et libre. L'espérance de vie soviétique atteignit les plus hauts niveaux du monde. Chaque ville avait des dizaines de polyclinikas, des endroits où n'importe qui peut entrer et voir un médecin de son choix, être diagnostiqué, passer une radiographie, se faire réparer les dents, etc. Tout cela gratuitement. Les premières transplantations d'organes ont également été développées par les scientifiques soviétiques. Sous Staline, pour la première fois dans l'histoire, la femme a obtenu les mêmes droits que les hommes, notamment l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la participation politique et à l'équité salariale. En URSS, l'espérance de vie a doublé et la mortalité infantile a été réduite à 1/9. En 1972, le nombre de médecins est passé de 135 000 à 484 000 et le nombre de lits d'hôpital de 791 000 à 2 224 000. Le système socialiste a fait de grands progrès pour créer un État libre de conflits ethniques, culturels ou religieux qui caractérisent les pays capitalistes. Un autre facteur important a été la création de la sécurité sociale soviétique. Immédiatement après la victoire de la Révolution d'octobre, le gouvernement soviétique avait approuvé plus de 100 lois et décrets accordant des pensions aux travailleurs, aux retraités et aux blessés qui avaient versé leur sang pour la défense de la Révolution. Pour gérer ces décrets, le pouvoir soviétique avait créé le commissariat du peuple pour le bien-être social, sous la direction du camarade Kollontai. L'URSS a pu créer à partir de rien une armée populaire capable de faire face aux grandes armées impérialistes telles que les États-Unis, l'Angleterre, la France ou l'Allemagne nazie. L'URSS est également devenue une grande puissance scientifique et industrielle, et l'un des pionniers de l'industrie spatiale et des pionniers de l'espace. Yuri Gagarin a été le premier à entrer dans l'espace. Les soviétiques ont même été les premiers à lancer un satellite dans l'espace le 4 octobre 1957. Un exploit qui a surpris le monde. Alle Wein geboren, den Krieg gewähren, den Krieg gewähren.